Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Hey, salut Joël! Salut Julien! Ça va bien? Ça va toi? Ouais, t'as passé une belle semaine? Encore avec cette question-là? Ben, je passe tout le temps une belle semaine. Oui, puis c'est la même semaine, mais je maintiens l'illusion que nos épisodes sont enregistrés une fois par semaine. Oui. Ouais. C'est ça. On maintient cette illusion-là tout en disant régulièrement qu'on enregistre une fois par mois 4 épisodes d'un coup. Exact. Parfait. Oui, j'ai passé une très belle semaine. C'est le fameux double speak, là. Oui. Ah, le double langue, là, Ouais. c'est ça? Dans 1984? Ouais, exact. Ah, j'aime ça. On se contredit, mais il y a une... Écoute, c'est correct la contradiction, hein. Green Day l'a dit, Walt Whitman l'a dit, plein de monde disent c'est correct de se contredire. Écoute, si Green Day l'a dit, je suis qui, moi, pour m'assister avec Green Day? C'est une autre contradiction ambulante. Hey, aujourd'hui, on va parler des méchants. Les Ouais! vilains, les antagonistes, les coquins. Les coquins. Ouais. Puis je te présente une de mes créations sur Valterreur à la fin, un texte cette fois-ci. Mhm. Mais avant, on a des remerciements à faire. Oui. On voudrait remercier pour une poignée de pièces d'or. Je vais le répéter, j'ai mal dit. Pour une poignée de pièces d'or, Ouais. qui est un comment il appelle ça, des action play? Il y a un mot pour ça. Je connais ce mot-là. Dans les jeux de rôle, on appelle ça un actual play. Actual play. Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est des gens qui jouent à un jeu de rôle en live, puis tu regardes leur partie, puis toute la campagne se défile au fil des mois et des semaines. Je pense que c'est une fois par semaine pour une poignée de pièces d'or, mais c'est pas toujours la même campagne qu'ils sont en train de jouer. Fait que dans le fond, c'est un groupe de jeux qui joue à Donjons Dragons. Et puis, on a des amis qui font partie de ce groupe-là. Vous irez voir pour une poignée de... Voyons, j'ai de la misère à dire ça. Pour une poignée de... C'est pas facile. Pour une poignée de pièces Attends, je vais d'or. l'avoir. Non, toujours pas. Mais c'est à eux de trouver un nom qui est facile à dire. Ben, eux, c'est des gens avec des grosses lèvres. Ah, fait que c'est facile pour eux de tout prononcer ça. Moi, j'ai de la misère avec mes petites lèvres poches. Wow. Écoute, Tes petites lèvres pas. écoute, ils font ça sur Twitch. Il y a un groupe Facebook. Allez les voir. Moi, je fais un shout-out. Je voulais les remercier. Pourquoi? Parce que ils m'ont dit, hey, on trouve que Comme du monde, ça s'aligne bien avec l'intérêt de nos spectateurs, les gens qui... Fait que genre, nous autres, on met des pubs à chaque épisode en plein milieu, il y a une petite pause, fait qu'on laisse jouer quelques publicités de toutes sortes d'affaires qui nous allument, puis qu'on trouve intéressant, puis qui pourraient être dignes d'intérêt pour notre spectatorat. Ça vous tente-tu d'avoir une pub Comme du monde? Puis là, nous autres, on a fait, ben oui, bien sûr. De toute façon, on est super poche pour faire des publicités, puis faire des... Ben, on fait pas ça, du montage vidéo. J'en fais pour la version YouTube de Comme du monde, puis je fais ça de la façon la plus de base possible. Ouais. Puis, fait que après ça, Benoît de ce groupe-là m'a même dit, je vais la faire pour toi la pub, puis il nous l'a fait. Fait qu'on a maintenant une pub vidéo d'une 30aine de secondes avec avec juste notre identité visuelle, puis des petits segments de nous autres avec notre tune thème. Et puis là, il m'a même donné la pub en disant, utilisez ça si vous avez besoin d'une pub pour quelque chose, c'est gratuit. Fait que là, ultra merci Benoît et la gang de Pour une poignée. Mais c'est vraiment... On va demander à Geneviève Brouillette d'enregistrer le Pour une poignée de pièces d'or, puis on va le mettre à chaque fois que tu le dis par-dessus le tien. OK. Je sais pas si elle va dire oui, ou je sais même pas si elle va être capable de prononcer ce mot-là, parce que c'est une actrice confirmée avec toute une carrière derrière elle, des cours de diction et tout. Puis je suis sûr qu'elle sera pas capable. Parce qu'elle a des petites lèvres poches. Je voulais pas le dire. Okay. Mais non, parce que c'est impossible à prononcer. C'est ma conclusion après toute cette conversation-là qu'on vient d'avoir, c'est que c'est juste impossible à dire. Merde, on part en feu. Puis je prononce des mots en irial constamment. OK, merci Benoît, merci Jean-Philippe. Mais merci à tous les autres aussi. C'est juste on vous connaît pas tous. Ben oui. Mais moi je connais Sébastien. Ah bon, OK. Mais non, c'est ça. OK. On part ça. Ben oui. Les méchants, Joël. Les méchants. Ouais, donc on parle des forces
antagoniste. Veux-tu que je nous commence ça? Vas-y donc. OK. Fait que pour moi, le premier point de la conversation, peut-être, j'aimerais commencer avec ça. C'est même pas de parler des méchants eux-mêmes, mais c'est comme plus, un peu plus, je zoom out un peu, puis je parle d'adversité. Parce que c'est ça pour moi, dans le contexte d'une narrativité, avoir un méchant, c'est pas obligé d'être un personnage. Tant que c'est un obstacle. Tant que c'est un obstacle. Fait que c'est l'adversité, mais c'est aussi... Donc, c'est ça qui crée le conflit. Mais c'est aussi un obstacle, pas juste sur la route quelconque, d'une façon physique. C'est un obstacle au thème, à la résolution du conflit du personnage, à son mensonge intérieur qui vit depuis le début de l'histoire pour trouver sa vérité à la fin, etc. Fait que il y a plein d'auteurs, d'autrices qui ont écrit là-dessus, structuré l'histoire autour du conflit, autour de ça. Puis dans le fond, ça vient avec un peu un classique de comment imaginer le conflit, comment analyser des œuvres littéraires ou filmiques ou autres, qui est de mettre l'homme avec un grand H, fait qu'on va dire une personne, là. On est quand même en 2023, mais les trucs souvent, la première personne qui a amené ça, c'était à une autre époque, etc. Fait que l'expression qui vient souvent, c'est man versus man. OK. Et c'est quoi le conflit? Ben, c'est un ennemi. C'est un ennemi juré. C'est un némésis. C'est un antagoniste qui est carrément un personnage. OK. Mais ça, ce n'est qu'un des... C'est un modèle. Un modèle. Puis, tu vas trouver en ligne les 4 modèles, les 7 modèles, les fameux 8 modèles. Ah, mais il y en a combien? On s'en fout. OK, ouais. Ah! Tu sais, j'ai aimé la lueur dans tes yeux de genre, mais dis-moi la vérité! Ben, c'est parce que Il y je en a m'imagine pas, lire les 4 modèles, puis après ça, passer au deuxième lien, puis faire, ben, non, je me suis fait avoir, il y en a plus que 4. Ouais. OK. Exactement. Mais Man versus Man, c'en est un. Man vs. Man, dans le fond, je me rappelle pas qui avait postulé ça au début, mais je pense qu'il y en avait 3. Puis là, il y a des extensions là-dessus, Okay. tu sais, d'autres versions, etc., etc. Fait que moi, j'en trouve 7, ouais, que je trouvais qu'il y avait du sens. Puis je vais en parler de ces 7-là. Puis peut-être tu peux interagir puis me dire des exemples qui te viennent en tête ou quelque chose. Parfait. Mais le Man vs. Man, c'est la base. Hein? Okay. C'est-à-dire, la plupart des histoires classiques là, de juste une quête d'un un héros, ben il y a un vilain, il y a le méchant. Fait que je pense que l'épisode d'aujourd'hui, tout le monde, on va surtout parler de ça. Ouais. Donc c'est ça dans la plupart des histoires, mais mettons, je sais pas si t'as une idée d'un exemple. Man versus Man? Ouais. Ben, presque tous les trucs de super-héros, là. Ouais, absolument. On a un gentil, on a un méchant. Ben, c'est parce que je connais pas les autres catégories. Est-ce que c'est Man versus Man, puis Man versus extraterrestre mauve avec un gant magique? Ou c'est plus vague que ça? Je sais Batman pas à quoi tu fais Superman ou Mais oui, non, c'est ça. Alien versus Predator. Alien vs Predator, je l'ai pas vu. Je pourrais pas dire si c'est un Man versus Man. Mais l'idée, c'est que t'as, bien sûr, un personnage, peu importe sa nationalité puis son identité. Ouais. T'as un personnage, puis ce qui pose obstacle, puis ce qui est un conflit à toute l'histoire, c'est un autre personnage. Okay, c'est aussi simple que ça. Fait que on peut imaginer, comme t'as dit, quelque chose de très genre un héros puis un vilain. Puis ça peut être Thanos, ça peut être n'importe qui, mais ça peut aussi pas être une histoire qui est un héros et un vilain, mais plutôt 2 personnes qui sont en conflit. Kramer versus Kramer, je sais pas si tu connais. C'est une histoire de divorce. Mais mettons une version plus récente de ça, Marriage Story avec Adam Driver puis Scarlett Johansson. Fait que quand un Man versus Man, c'est ça. C'est juste 2 personnages qui sont dans un conflit. Puis on vit ce conflit-là. Puis le classique, ça serait de se placer dans un du côté d'un des 2, puis de voir l'autre comme le méchant. Mais c'est sûr que tu peux aussi créer juste 2 forces antagonistes l'une pour l'autre, puis les regarder d'un point de vue extérieur. Ouais, c'est tout à fait possible. Surtout dans l'écriture moderne. C'est ça, OK. Ça sera encore du Man versus Man. Oui, tout à fait. Fait que tu tombes dans autre chose dès que c'est pas ça. OK. Un autre une autre façon d'écrire, une autre façon de concevoir une histoire, Man versus Self. OK. C'est dans le fond, ton adversité vient du requestionnement que t'as avec toi-même. Le personnage, le héros principal, est en doute sur son identité. OK. Ça, c'est plein d'histoires, c'est des coming of age, mais aussi Fight Club.
Ah, ben oui. Carrément, Ah non! Désolé pour les gens qui ont pas lu ou vu Fight Club, mais je viens de spoiler la fin. Là. Gros divulgachage. Fait que Tyler Durden, son ennemi, c'est Tyler Durden. Ouais, ok. Fait que c'est... Ici, c'est vraiment Fait que ça peut être super métaphorique, mais ça peut être aussi vraiment quelqu'un, mettons, qui... Mais ça, c'est de la schizophrénie. C'est pas métaphorique, tu sais. Mais il y en a pour qui ça... Tu sais, des personnages pis des cas de figure que c'est vraiment juste métaphorique. Okay. Mais ça pourrait être quelqu'un qui surmonte un problème de consommation. On parle de man versus self. Ouais. OK. Fait que genre, le plongeur. OK. Man versus nature. Ouais. Moby Dick. Yes. Fait que l'ennemi, c'est pas la baleine. L'ennemi, c'est les forces incontrôlables de la nature. OK, mais Godzilla? Ouais. OK. Oh, et toutes les... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour ça en Kaiju? japonais. Les kaiju. Ouais. Ça, j'allais le dire, puis j'ai douté de mon japonais. OK. Oui. Toutes ces affaires-là, effectivement. Fait que l'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, c'est le wild. OK. C'est la force naturelle incontrôlable qui nous dépasse. Fait que souvent dans cette forme d'adversité-là, puis tu sais, chaque forme d'adversité vient avec sa métaphore comme préemballée, là, mais c'est ça, tu sais, quand c'est man versus nature, c'est un peu... C'est quoi l'apprentissage qu'on tire de ça? Ben, si à la fin de l'histoire, le personnage a perdu, ça nous dit quelque chose sur un peu un cautionary tale, une fable qui nous dit ne va pas trop loin dans la terra incognita parce que tu pourrais tomber sur de l'inconnu inconnu. Ouais. Et on fait des liens entre nos épisodes. Des liens entre nos épisodes, on est tellement bons. Fait quoi, moi j'adore Moby Dick. T'as-tu déjà lu? J'ai commencé Moby Dick. Je l'ai. Je l'ai jamais fini. Ben tu sais, c'est un classique de ça. Le vieil homme et la mer aussi, là, Old Man and the Sea de Hemingway, qui est super bon, puis c'est full court, le vieil homme et la mer, c'est vraiment facile à lire. Est-ce que Annihilation tomberait là-dedans? Je l'ai mis dans une autre catégorie. Ah, okay. J'ai carrément utilisé comme exemple dans une autre catégorie. Cool. Fait que je vais en parler tout de suite, mais c'est la catégorie que j'ai moins vu souvent dans des listes. C'est Man versus comme Alien, God, qui est pour moi exactement la même chose que Man versus Nature, mais à la place de juste mettre les forces brutales de la vie comme l'ennemi, hein, le wild, c'est ça. C'est pas les forces brutales tant que c'est l'incompréhensible, l'absurdité de l'univers. C'est contre ça que tu te heurtes. C'est Man versus Nature with a twist. Un peu, ouais. Okay. Puis lui, il apparaît pas dans toutes les listes, justement, parce qu'on dirait que c'est juste autre chose, mais avec un nouveau skin. Ouais. Annihilation, c'est ça, tu sais, mais c'est contre quoi? Ben, on sait pas. On peut pas mettre de nom ou pointer. Dans Annihilation, c'est quoi? C'est la brillance, la luminosité à l'intérieur, ou c'est le lieu? On sait pas. Fait que c'est ça, c'est le fait qu'on peut pas. Ça devient presque un man versus self au moment où elle deal avec son infection. Oui. Puis, ouais. Exactement. Okay. Puis les autres qu'on voit souvent, Man versus Society. Ça, de nos jours, depuis l'ère moderne, il y en a beaucoup. Avant, c'était pas vraiment un modèle de conflit, mais... L'enragé. L'enragé! Tu l'as-tu revu récemment, ce film-là? Je pense que ça a mal vieilli. Un film avec Michael Douglas? Ouais. Ça a très mal vieilli. C'est comme vraiment first world problem, puis c'est vraiment comme un gars qui est fâché de tout, là, puis là, il est dans le trafic, puis c'est donc pas de sa faute, puis c'est correct qu'il soit fâché. Ouais. Tu te dis, man, take a chill pill, Michael Douglas. En tout cas. Ça fait un moins bon film s'il prend une chill pill en partant. Puis... Non, c'est ça. Mais l'enragé, c'est exactement ça. C'est l'homme contre la société. Nice. Fait que l'antagoniste, c'est le système. Okay. Mais des cas peut-être plus excusables que l'enragé, mettons le procès de Kafka. 1984. Oui, parce que là t'as c'est quoi son nom, Winston Smith, qui est seul contre la machine. Là, puis c'est comme tout le monde fait partie du système, même Julia fait partie du système jusqu'à un certain point. Tu sais. Puis mais Roméo et Juliette est comme un bon vieil exemple. Parce que tu dis, c'est qui le méchant dans Roméo et Juliette? Ben, c'est juste
le fait que les Capulet et les Montaigu soient en conflit générationnel, ça fait que Roméo peut pas gagner, Juliette peut pas gagner, puis ensemble, leur seule façon de gagner, c'est de s'extraire de l'équation de leur famille. La guerre des étoiles? C'est intéressant que tu dises ça, parce que tout ce qui est... Pour moi, la guerre des étoiles, non. OK. Mais il va falloir y revenir tantôt, parce que ça dépend du type de vilain. Puis ça, pour moi, c'est quand le système... C'est pas juste le fait que ce soit un système. C'est parce qu'il y a un empereur méchant. Ouais. T'as un Big Bad. Ouais. Tu sais, Okay. dans 1984, Big Brother, il existe pas. Non, c'est ça. Tu peux pas mettre le doigt sur c'est qui la personne que si je l'élimine, j'ai terminé, j'ai franchi l'obstacle. Exactement. C'est comme le conseil municipal de Electric Bastion Land. Ouais, OK. C'est tellement... Tu peux pas mettre le doigt sur c'est qui le problème. Fait que c'est qui le problème? C'est l'ensemble des engrenages. T'sais. Totalement. Fait que c'est pour ça que ça c'est un man versus society. Tandis que dans Star Wars, t'as clairement un héros puis un méchant qui est Darth Vader. Puis à un moment donné, tu découvres que il était pas tout seul, il y a un empereur derrière lui. Voyons, 2 fois dans l'épisode... Ah, OK, phew. Je pensais que t'allais dire d'autres choses. C'est son père. Ah! Hey, je sais pas comment tu fais pour écouter un épisode de même puis te faire spoiler 2 super bons films. Vrai? Ben, je sais pas. Je vais finir. Il y a Man vs. Machine. Ah, OK. Qui est un gros truc de la science-fiction. Ouais. Fait que, La Matrice. Ouais, la Matrice, qui est carrément les méchants, c'est des machines. Terminator aussi. Ouais. Mais si je reviens un peu plus dans le temps, Do Electric Sheep, Dream of... c'est quoi? Android... Do Androids Dream of Electric Sheep. C'est ça. Qui est une nouvelle... Qui est Blade Runner. Qui est Blade Runner, oui. Ah, t'as raison, j'aurais dû dire Blade Runner. Non, mais le titre du roman, c'est ouais, ça. c'est un roman court, là, c'est quasiment une nouvelle. Ouais. J'avais lu ça quand j'étais en voyage, puis je savais même pas que c'était Blade Runner. Philip K. Dick. C'est Philip K. Dick. Puis j'étais comme, c'est donc bien bon, ça ressemble beaucoup à Blade Runner. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est la technologie est l'ennemi. OK. Fait que l'ennemi, c'est pas le système de la société des humains, c'est la technologie lui-même. Je trouve que les deux se ressemblent beaucoup, mais quand la technologie c'est l'ennemi, t'as donc un ennemi qui ressemble plus à un man versus man. C'est moins systémique. Ouais. Fait que tu peux dire que l'ennemi gagne ou perd. Dans un man versus society, c'est trop dilué, c'est trop diffus. Je sais pas si à la fin la société peut vraiment gagner, peut vraiment perdre. À la fin, la société elle reste là, puis le Man versus Society, son apprentissage, c'est est-ce qu'il a été capable de s'extraire, d'accepter... De se conformer. De se conformer, ou de révolutionner, de changer le système. C'est comme, l'antagoniste est là, mais c'est pas tant un ennemi plus physique. C'est intéressant de travailler avec un ennemi qui est pas... que tu peux pas vaincre de façon traditionnelle. Là, non, c'est ça. Puis comme demander de vaincre la société en duel. Ouais. On peut essayer, mais... Bon, c'est difficile. Puis finalement, un autre que j'ai trouvé, le dernier de ma liste, que je trouve vraiment pas souvent applicable, en tout cas, Man vs. Fate, le destin. Ah ouais. T'as ça dans Édipe Roi, mettons, de Sophocle, une pièce de théâtre, une tragédie grecque classique, là, parce que Édipe, tu connais l'histoire d'Édipe un peu ou... Un peu. Bref, l'oracle de Delphes, je pense, ou peut-être un autre oracle, je sais pas, dit que Édipe va finir par tuer son père, fourrer sa mère. Mm-hmm. Puis là, il prend toutes ses décisions dans sa vie pour pas que ça se passe. Et c'est ces décisions-là qui le mènent à faire exactement ça. Ouais. Fait que c'est l'homme contre le destin. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est le conte des enfants de Húrin de Tolkien, qui est une partie du Silmarillion, mais que Christopher Tolkien a aussi publié à part. Puis c'est vraiment une tragédie où tu sens que le struggle est entre est-ce que le personnage suit son destin ou le personnage essaye d'éviter son destin. Puis c'est quand il essaye de l'éviter qu'il l'accomplit. T'as ça dans Dune un peu. Ouais. Ben oui, parce que ça a été prophétisé par les Bene Gesserit que... Dans le sens que t'as aussi t'as aussi un man versus man, t'as un man versus society. Oui.
Mais reste que tu l'as, ça, échapper à sa destinée, puis essayer de faire en sorte que ça se produise pas, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est des formes antagonistes qui sont pas nécessairement, qui sont plus diluées, qui sont différentes, puis on peut toujours travailler à créer des conflits comme ça. Même si on fait une histoire fantastique, tu peux décider que ton antagoniste, c'est Man versus The Machine. Uh-huh. Puis il y a façon d'intégrer ça là-dedans, puis ça veut pas dire que c'est des robots, là. Ça veut juste dire que ton machine, c'est la technologie. Ouais. Fait que la force antagoniste numéro 1, c'est l'apparition d'une technologie ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une histoire qui se passe pendant la révolution industrielle, puis ton man versus machine, c'est l'industrialisation, ton adversaire, mettons. Ouais, OK. Tout à fait. Fait que, ouais, ça fait le tour un peu de ça, puis je pense qu'on va passer le reste de cette conversation-ci à parler de Man versus Man. Ouais. Parce que c'est lui, finalement, qu'on voit le plus c'est de là que découlent les vilains. Les méchants, ouais. Fait que qu'est-ce que toi t'as préparé sur les... Ben, moi, je me suis questionné sur, dans la livraison d'un world building, pourquoi un vilain c'est important, puis comment tu peux en faire un qui est efficace, puis qui marche dans ton monde. Parce que c'est facile, venant d'un background de jeu de rôle, là, c'est facile de juste comme mettre des numéros, tu sais, les nombres de points de vie, le nombre d'attaques, c'est ça son pouvoir, personne va le battre. C'est ça mon vilain. Ça, c'est un peu la façon Dragon Ball, tu sais. Je veux juste comme, ok, le prochain vilain, ça va être quelqu'un d'encore plus fort. D'encore plus fort! Puis c'est aussi... moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Ah, wow, Thanos dans Avengers, c'est tellement un bon vilain, c'est tellement un bon vilain. » Puis j'étais comme, c'est-tu tant un bon vilain que ça? Il est juste comme apparu avec le souhait d'équilibrer l'univers, puis c'est de là qu'il vient, tu sais. Puis il n'y a pas vraiment... Pour moi... Un bon vilain, c'est un résultat de ta démiurgie, de ton world building. Ouais. Faut que les choix que tu as pris vont créer ce vilain-là. Je te donne un exemple. Roy Batty, justement, dans Blade Runner, il est reconnu comme étant un vilain pour lequel on peut développer de l'empathie, puis... parce qu'il est le résultat de tout ce qui marche pas dans l'univers de Blade Runner. Tu sais, dans l'univers de Blade Runner, on utilise ces réplicants-là, ces androïdes-là qui sont vraiment identiques aux humains, comme une force d'esclaves, comme ils peuvent aller travailler dans des conditions extrêmement difficiles, dans des univers, dans des galaxies lointaines, puis on va, pour pas qu'ils développent trop d'individualité et d'émotions, on va limiter leur durée de vie, fait que quand ce vilain-là revient et prend des actions pour prolonger sa vie, se venge sur son créateur, on vient qu'on est comme un peu d'accord avec lui. Même le personnage principal va développer un petit peu une sorte d'empathie, justement, il va croire, il va concevoir que l'objectif du vilain peut être noble. Puis on le vit à la scène sous la pluie, là, la scène de la fin. Ouais, qui est comme un monologue écœurant. Ouais, puis on le vit pleinement avec le personnage. On comprend ses motivations, puis on les trouve justifiées. Ouais, exactement. Puis sa défaite va modifier le personnage principal, tu sais. C'est pas... ça va laisser une marque, ça va créer une transformation. Ça ressemble un peu, mettons, au concept de l'anti-vilain. Comme tu sais, l'anti-héros, c'est quelqu'un qui accomplit des choses héroïques, mais en prenant des moyens... des moyens plus ou moins... Ou en étant lui-même plus ou moins vertueux. Exact, c'est ça. Mais, tu sais, un anti-vilain, c'est semblable. C'est juste qu'il est positionné dans la posture de vilain dans l'histoire. Fait que, mettons, Ozymandias dans Watchmen, Adrian Veidt, là, que c'est le méchant de l'histoire. Ouais. Mais à la fin, tu peux te demander, genre, Chris, peut-être ça aurait été mieux pour l'humanité s'il avait gagné. Tu sais, puis... Il gagne? Ben, oui puis non, parce qu'il voulait le faire en secret, puis Rorschach le dévoile au public. Non? Ça reste à vérifier. Rorschach, je suis pas sûr qu'il se fait éclater par Dr. Manhattan. Il en vient à la réalisation que
en fait, parce qu'il y a une super télésérie, parce que moi j'ai vraiment aimé ça, là, mais qui est la suite. C'est fait par HBO. Oui, j'ai regardé. Puis on vit dans un monde où Rorschach a pas réussi à dévoiler son secret. Ok. Puis, Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai lu Watchmen. Mais c'est vrai que c'est un super vilain, anti-vilain, tu sais. Mais c'est ça, parce que tu peux être de son bord. En fait, c'est que tu comprends pourquoi qu'il le fait, sans être de son bord, mettons. Mm-hmm. Mais j'arrive pas à développer nécessairement d'empathie, tu sais, parce que ce qu'il fait, c'est atroce. Dans le fond, il sacrifie une partie de la population dans le but noble d'une paix mondiale. Ouais. Mais si on prend, mettons... Mais la partie, c'est New York. Ouais. Tu sais, Ah, j'avoue. c'est pas Saint-Culbert. Non. C'est New York, c'est pas grave. Ils subiront. OK, ouais. Bon, on salue les gens de New York. Mais si on prend, mettons, Magneto dans X-Men, Oui. tu sais, on est dans un univers où les mutants sont opprimés. Il y a des écoles de réforme, c'est vraiment pas à moins d'être quelqu'un qui évolue dans l'entourage de professeur Xavier, qui a la chance d'aller à son école, on comprend quand même pourquoi Magneto fait ça, puis des fois même on est d'accord avec lui. Mm-hmm. C'est une catégorie de personnes dans cet univers-là qui sont persécutées, puis Magneto est le résultat de tout ce qui construit l'univers de X-Men. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir un vilain comme ça? Parce que tous les méchants qu'on est en train de définir maintenant, on peut s'identifier à leur raisonnement puis à leur volonté, tu sais. Puis on se dit, c'est juste humain. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir ça chez ton méchant? Ou ça peut être juste... Dans le fond, ma question, c'est, tu sais, le fameux méchant qui se cire les moustaches vers le haut. Ouais. Puis comme Dick Dastardly, là, pis ça fait même. Lui, il est problématique parce qu'il est unidimensionnel, puis il veut juste être méchant pour être méchant. He's no good. Méchant, he's no good. Mais entre ça, puis avoir un méchant qui est devenu méchant, puis on motive ça, puis on le back, puis on s'assure que tout le monde peut comprendre ses justifications, puis tout ça est motivé. Et donc, dans le fond, il était pas vraiment méchant, mais tu sais, il fallait le battre pareil. Mais est-ce que pour toi, il existe comme... une façon de faire un vrai méchant qui est vraiment pas fin. Qui est méchant, point barre, qui est méchant pour mais que être ça a de méchant. l'allure. Oui. Écoute, on a l'alignement dans Donjon Dragon là, qui nous permet justement d'identifier. Tu sais, on prend par exemple un démon. Ouais. Ben, qui va faire le mal pour faire le mal. Puis, dans tous les films de possession ou d'exorcisme, là, on peut imaginer qu'il existe dans un univers imaginaire encore plus un mal absolu. Un mal absolu, ouais, exact. Mais je sais pas si t'es comme ça, mais tu sais, comme moi, c'est pas Sauron, là, le personnage qui m'allume le plus dans Le Seigneur des Anneaux. Non. Ce qui m'allume, c'est la tentation de l'anneau, puis des personnages qui sont fondamentalement bons, qui sont tentés par l'anneau, puis qui vont faire des mauvaises actions, puis qui vont devenir des vilains à cause de... Ouais. Tu sais, je préfère Gollum comme vilain. Mm-hmm. Je préfère Boromir, je préfère... à Sauron, tu sais, Sauron qui est juste comme on dirait va tout détruire. On dirait que dans Seigneur des Anneaux, Sauron, c'est moins un personnage qu'un déclencheur de conflits, d'histoires, etc. Ouais. Tu sais. C'est comme ambiant. Ouais, mais même les orques sont plates, là, dans le sens où ils sont fondamentalement méchants, puis ils sont méchants pour être méchants, puis... Je sais pas si tu comprends ou... Oui, je comprends. C'est... Ben, les orques... de la façon qu'ils sont dépeints dans le Seigneur des Anneaux, surtout, tu sais, c'est quand même cool parce qu'on a droit à certaines conversations puis certains personnages orques, tu sais, qui jasent entre eux puis on peut voir leur malice. Ouais. Mais ça, c'est juste comme Chagrat, tu sais, Grishnook. Il y en a juste quelques-uns qu'on peut vivre leur personnalité, mais la plupart des orques dans le Seigneur des Anneaux, c'est une mère de chair à canon, là, tu sais. Ouais, de chair à lame d'Aragorn. Ouais.
Ouais. Ben, c'est ça. Fait que je pense que oui, ça se fait. Tu peux toujours trouver des raisons pour qu'un personnage soit méchant pour être méchant. Ça peut être intéressant. C'est juste que ça vient avec tout cet aspect-là. Il faut que tu justifies pourquoi il est méchant pour être méchant. Puis, Mais c'est sûr qu'un empereur noir ou tu sais, comme un espèce de comme Sauron ou Palpatine ou ça même, ouais. c'est comme si t'es pas avec eux dans la pièce puis tu les vois pas faire quelque chose d'horrible, c'est pas vraiment, c'est juste une idée, là. Puis Sauron, on n'est jamais avec lui dans la pièce, tu sais. Ouais. Comme quand tu vois un personnage faire quelque chose qui est vraiment, qui va à l'encontre de nos valeurs, fortement à l'encontre de nos valeurs, puis on fait comme, OK, lui, je l'haïs. Ça, pour moi, t'as réussi à faire un ennemi qui est un vrai bon ennemi, là, tu sais, pour tes héros. Ou, fait que, tu sais, un truc, là, dans le livre, là, c'est le fameux genre, le méchant tue un animal sans défense, là, ou quelque chose, à scène 1. Ouais. Puis là, tu te dis, ah, lui, il est pas fin. Lui, il est pas fin pour vrai, parce que personne veut tuer un animal sans défense, ou un enfant, ou, tu sais, comme, quand tu vois ça, c'est vraiment tentant de vraiment l'haïr, tu sais. Ouais. Puis Sauron, je l'haïs pas de cette façon-là. Absolument pas. C'est un truc comme dans le système de ce monde-là. Ouais. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de méchant dans une scène, c'est là pour moi, c'est là qu'on est en train de construire un méchant qu'on peut vraiment dire. C'est pas juste une force antagoniste. C'est pas juste genre le concept général de c'est le némésis du héros parce qu'ils viennent de mondes différents. Ouais. C'est carrément là. T'as un trou de cul. Mais le Seigneur des Anneaux, c'est comme tout le temps un mauvais exemple pour ça, parce qu'il il existe le mal absolu dans cet univers-là, puis il y a une corruption du mal absolu. Regarde dans Watchmen, The Comedian, pour moi, ça, c'est un méchant. Ben oui. Ça, c'est un méchant bien réussi. Ouais. C'est un gars qui abuse du système, qui abuse de son pouvoir, de sa position d'autorité. Il a tué du monde pour le fun, crossé du monde, violé. Ouais. C'est vraiment un méchant. Ouais. Puis, il fait partie des alliés. Jusqu'à un certain point. Ouais. Tu sais, fait que là, t'as vraiment un personnage qui est pour moi comme le monstre. Le personnage du monstre. Il est juste impossible à... irrédemptible. Ben, tu peux pas le whitewash, mais il est quand même... Bon, c'est quand même un résultat de son époque. De son monde, de son ère. Tu sais, je l'excuse vraiment pas, là, mais... Ouais, mais ça fait juste lui donner comme du contour. Mais ça lui donne plus de chair autour de l'os, mais ça reste que genre si je vois le personnage faire quelque chose d'horrible, moi je suis content qu'on aille le battre lui. Absolument. Ou qu'il voit sa fin arriver par d'autres moyens. Oui, mais c'est comme son rôle dans l'histoire de Watchmen aussi qui est comme unique parce que l'histoire commence avec sa mort. Ouais. Puis on en apprend de plus en plus sur lui puis sur comment il a interagi avec la première batch de Watchmen puis la deuxième. Les Minutemen, là, puis... Mais reste que la réalisation qu'il fait puis ce qui mène à sa mort, c'est la même réalisation que Rorschach va faire à la fin, tu sais. Puis, fait que, tu peux faire des affaires vraiment, vraiment intéressantes avec un bon vilain, mais... Est-ce que le comédien est mal pour le mal? Je pense juste que c'est quelqu'un de super imparfait. Ouais. Puis il en existe des personnes comme ça dans notre monde. Oui, ben oui, absolument. Moi, on dirait que quand je parle quand j'ai en tête le mal pour le mal, c'est comme mettons un zombie dans un monstre un film de zombie, ben non, c'est juste une incarnation du danger puis du mais tu sais, est-ce qu'il est méchant? Ah ben non, le zombie. Le zombie est pas méchant. Il est pas plus méchant qu'un loup est méchant. Il y a pas de malice. Il fait juste, tu sais, tandis que quand t'as quelqu'un qui a du libre arbitre puis est mis dans une situation où il pourrait abuser de son pouvoir ou il pourrait ne pas abuser de son pouvoir, quand tu le vois abuser de son pouvoir, tu peux facilement développer comme un sentiment de je veux que mes héros lui pètent la gueule à lui. Puis la clé dans tout ça, c'est la motivation de ton vilain, je pense. Ouais. Si ton vilain, il y a une motivation claire, il y a un motif pourquoi il est méchant, on dirait que tout est permis.
Mais quand tu dis, mettons, le zombie, il n'y a pas de motif, mais c'est correct parce que le zombie, c'est comme une bête. Ben, c'est ça. C'est pas... Ouais, c'est presque man versus nature, en fait. Quasiment. Ouais. Moi, ça me fait penser à un épisode du balado de Coup Critique. Ouais. Un moment donné qui disait... est-ce que tu connais Coup de Critique? C'est toi qui m'en avais parlé au début. Ouais, exact. Mais il y a un épisode où ils appellent ça discuter entre les dés. Fait que Coup Critique, c'est du actual play de Donjon Dragon. Quand ils sont pas en train de jouer, ils font discuter entre les dés. Ouais, puis il y avait un épisode où il parlait, je pense, je l'ai noté quelque part, je vais te le sortir, mais en tout cas, un épisode où il parlait des méchants. Oui, les vilains. Épisode 118. OK. Et puis, eux, ce qu'ils font dans cet épisode-là, c'est qu'ils parlent des types différents de méchants. OK. Puis là, je me rappelle plus exactement c'était quoi les types qu'ils avaient nommés, mais c'est vraiment bon. Vous irez l'écouter à la maison si vous avez le goût, là, pour vraiment voir, quand vous faites votre campagne de Donjon Dragon, quel type de méchants mettre contre vos protagonistes. Mm-hmm. Mais ils parlaient beaucoup de la bête, comme dans Alien, genre. OK. Un méchant qui a pas de moyen de raisonner avec. Il n'y a aucune façon de régler ça avec des compétences sociales. Ouais, OK. Alien, le xénomorphe, là, Le xénomorphe, c'en est un bon exemple, ouais. c'est juste une bête. C'est une force de la nature qui cherche à se nourrir et se reproduire, finalement. Ouais. Puis tu sais, des types de méchants comme ça, tu sais, En fait, il cherche pas à se nourrir, les xénomorphes. Il mange presque jamais ses victimes. Un coup qu'il les a tués, il est discarte, puis... Ouais, c'est une façon de se reproduire. C'est ça. C'est ça. Son but, c'est la reproduction. Puis tu sais, c'est sûr que pour moi, le zombie est un peu comme ça. Puis même que dans certaines comédies ou des versions un peu revampées, le zombie est même un peu genre... il fait pitié, là. Mm-hmm. Tu sais? Dans Land of the Dead de George Romero, là, c'est carrément comme les zombies c'est juste une classe un peu inférieure cognitivement, mais tu sais, ils ont une personnalité, puis... Fait que... c'est comme un peu un autre type de méchant, c'est comme les prolétaires du mal. Tu sais, les... c'est quoi, comment qu'il y avait ça? J'avais vu un moment donné Punch Clock Evil. Tu sais, Punch Clock Villain. Tu sais, un méchant qui est pas méchant. Tu sais, les Stormtroopers, là. Ouais, exact. Ils sont pas méchants, là. Non. Les légionnaires dans Astérix. Exact, ils se font pas... ils font juste passer. Pitié, hein. Hein? Ben oui, ils font pitié, puis c'est parce qu'ils font partie des méchants, mais eux, ils veulent juste genre vivre une journée normale, puis rentrer chez eux, puis aller manger à leur faim, puis aller se coucher, puis avoir une famille, puis fait que tu sais, t'as cet aspect-là que tu dis, mais vraiment, ce personnage-là a rien de méchant en lui, mais il fait partie d'un système de méchants. Ouais, mais le zombie, c'est difficile de le voir comme ça parce qu'il peut manger ta famille, là, mais je comprends. Ben, je parle spécifiquement de Land of the Dead, qui fait ça. Il prend les zombies, dans ce film-là, ils prennent les zombies, puis ils en font... Ah, ben maintenant, ils ont une espèce de société, puis ils sont tranquilles derrière, tu sais, ils vivent leur truc. Puis là c'est mis en opposition avec les... C'est vrai, parce que t'as l'impression qu'il y a une genre de vengeance à la fin quand les zombies envahissent la base militaire, puis t'es presque comme du bord des zombies. Mais ouais, totalement. Ben oui. Ben surtout que c'est des totales enculés qui se font manger. Là. T'as-tu déjà vu Clerks? Ouais, mais ça fait super longtemps. Il y a une conversation à un moment donné dans Clerks que j'adore, là, c'est un dialogue entre Dante, Randall, puis un dude qui est juste dans le dépanneur à ce moment-là. Fait que il parle de l'étoile de la mort de Death Star dans Star Wars. Ouais. Randall dit « Je me sens mal par rapport à la destruction de la deuxième étoile de la mort dans Retour du Jedi. » Parce que, tu sais, cette étoile de la mort-là était pas encore complétée. Ça veut dire que sur le Death Star, il y a des contracteurs sous-traitants qui font pas partie de l'Empire, puis ils se sont fait juste proposer genre une job, puis on dit ben là c'est du bon argent, on va y aller, puis là, ils ont fait la toiture, puis de l'électricité, puis des égouts. Ouais. Puis eux, ils se font exploser comme tout le monde qui croit vraiment à l'Empire, puis qui sont vraiment des vrais méchants. Et le personnage qui est plus loin dans scène, là, qui est dans pièce, il est en train de se servir une slush ou il prend un journal ou je sais pas quoi, réagit à ça puis il dit « Hey guys, moi je suis contracteur, puis je fais des toitures, puis je me suis fait proposer une job chez tel gars qui est genre un mafieux bien connu de la ville, puis je l'ai refusé en me disant
c'est trop dangereux aller travailler pour ces gens-là. Pas par éthique, mais juste comme c'est trop dangereux. Ma vie va être mise à risque. Puis je l'ai refusé, puis il dit mon collègue l'a pris à ma place. Puis une semaine plus tard, il s'est fait gonner dans un drive-by attack, là, tu sais, comme qui voulait juste détruire la maison. Il s'est fait gonner pendant qu'il faisait à la toiture. Fait qu'il dit on a tout à fait le droit en tant que sous-traitant contracteur de dire non à travailler pour l'Empire. Fait qu'eux, ils méritaient de mourir sur le Death Star. Puis pour moi, ça, c'est tous des prolétaires du mal, tu sais, comme le punch club. C'est que t'es dans un contexte de comédie, mais reste que tu peux pas nécessairement dire non à l'Empire ou t'as peut-être pas les mêmes répercussions dans Star Wars si tu dis non à l'Empire que dans la vraie vie si tu dis non à quelqu'un qui te demande de refaire sa toiture. Ouais, ben, je sais pas, dire non à une famille mafieuse importante, ça a ses conséquences. Oui. Puis le gars qui se fait tirer dans un stationnement après parce qu'il a accepté de faire de la toiture, il mérite pas de se faire gonner. Absolument pas. Ce qui est drôle, c'est que tout le long de cette scène-là, si je me rappelle bien, t'as Jay, là, de Jay et Bob. Ouais. Il est en train de voler en arrière dans le dépanneur. Fait que t'as comme une conversation sur c'est quoi être méchant, pis c'est quoi tu mérites quand des choses méchantes t'arrivent, etc. Puis pendant ce temps-là, l'autre qui fait du vol à l'étalage, qui met en contraste. Tu sais, moi, je trouve que Kevin Smith, c'est pas un très bon réalisateur. C'est une très bonne personne. Je l'apprécie beaucoup comme humain, mais tu sais, il fait plus des bons films. Il fait des films drôles pour lui puis ses trois amis. Mais ça, c'est une scène que j'ai toujours trouvée comme extrêmement bonne parce que sa force, c'est les dialogues à ce réalisateur-là. Puis, ben, il met quand même en contraste que si t'as juste le dialogue, t'as pas le visuel d'un personnage en train de commettre un crime pendant qu'on discute de l'éthique d'autres choses. Il utilise vraiment le cinéma comme un médium. Dans tout ce que ça peut être. Avec des images. Ouais. Mais on parlait à un moment donné, dans un de nos premiers épisodes, on parlait des styles puis des genres. Ouais. Moi, je trouverais ça cool. Ça ferait un bon vilain de Star Wars. Quelqu'un qui a vécu la souffrance puis qui en a contre les rebelles parce que a perdu un membre de sa famille dans l'explosion de la 2e étoile. C'est sûr qu'ils vont le faire. Ah ouais? Ben, c'est parce qu'ils ont tellement une vache à lait de tout le temps tout faire de tout. Ouais. La seule affaire, c'est qu'il va falloir que ça soit connecté avec tous les personnages qu'on connaît déjà. Ça peut pas être juste quelqu'un tout seul dans son affaire. Il faut tout le temps que ça soit connecté avec les Skywalker d'une façon ou d'une autre. On va passer à ta création. Ben oui. Mais avant de rentrer dans ta création, peux-tu me dire s'il y a des vilains, y a-tu des méchants qui apparaissent dans ta création? D'une certaine façon, il y a une motivation, il y a un élément déclencheur qui vient de ce qui est perçu comme quelque chose de style, je pense. Puis tu le définirais comme la bête ou comme genre un rival personnel ou comme... Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans Man versus Nature. OK. With a twist. With a twist. Ouais. Parce qu'il faut que tout le temps soit with a twist. Non, mais c'est comme tu disais tantôt, là, on est dans l'inconnu. Mais en fait, quand on parle de Man versus Nature, on se fie tout le temps à la nature de ton monde que tu as créé, qui peut avoir ses... peut avoir, ouais, ces réalités dangers, qui sont différentes de notre nature. Ouais. Ben, je te dis ça, cool. tu me diras ce que t'en penses après. Vas-y. Plusieurs théories ont refait surface quant au monde d'origine du parasite. Il s'agit probablement d'une ou plusieurs planètes lointaines qui échappent même à nos plus puissants télescopes et nos sondes les plus éloignées. Ayant atteint une synchronicité parfaite, une conscience collective ou une intelligence distribuée, une civilisation aranéenne idéale pourrait perdurer plus longtemps qu'un monde déchiré par le tourment des conflits sociopolitiques. Mais l'absence de transfert de connaissances agricoles et de technologies avancées chez les humains infectés me laisse croire que l'hôte premier était plutôt primitif et animé par la superstition. Dans ce cas, un monde aranéen rationnerait la biomasse d'une planète, espérant qu'un éventuel impact cosmique propulse ses spores extrémophiles dans l'univers sur des fragments ou sur une planète errante éjectée de son monde. Le parasite résiste en effet aux températures excessives, aux radiations et au vide de l'espace, comme suggéré et confirmé par le Dr. Les résultats d'analyse biochimique sanguine suggèrent que le parasite transmet un cocktail de substances psychotropes à son hôte, qui s'apparente à la diméthyltryptamine ou à la psilocybine, et qui serait en partie responsable du phénomène de transfert qui s'opère parmi les aranéens.
L'activité bioélectromagnétique détectée tant chez l'hôte que chez le parasite corrobore la présence d'une communication au niveau de l'holobionte, mais aussi entre individus sur une distance plus ou moins significative. L'apparition de rituels identiques aux quatre coins du globe dans divers groupes linguistiques et culturels confirme le phénomène de transfert. Ils s'adaptent facilement à différentes structures cellulaires. Donc de l'avis que le premier hôte terrestre était végétal ou animal, avant de se transmettre à l'humain par l'alimentation. La présence de rituels de communion chez les groupes aranéens encourage cette théorie et confirme que la grande majorité des infections entre Homo sapiens, sinon la totalité, est consentante. La ferveur caractéristique et l'homogénéité des traditions aranéennes en font aussi la plus vieille religion du monde, précédant possiblement l'apparition de la vie sur la planète Terre. Fuck. Ordinateur, mets fin à la transmission. Après avoir analysé 36 échantillons d'origine... 37, docteur. 37 échantillons d'origine animale, merci. Je peux affirmer que des structures synaptiques inférieures ne permettent pas au phénomène de transfert de s'opérer. Le parasite peut cependant influencer le comportement de la bête afin de la rendre plus docile ou de modifier ses habitudes alimentaires, reproductives ou migratoires. Le parasite réorganise aussi les milieux forestiers à son avantage en favorisant la croissance de certains autres végétaux au détriment des moins performants, nuisant ainsi à la biodiversité. Ordinateur, recommence la simulation, affiche les projections en temps réel. Bien sûr, docteur. Modélisation en cours. On est le 28 octobre 2034. Je compte maintenant plusieurs aranéens parmi mes proches. La majorité des gouvernements du monde incluent les aranéens. Les recherches sont financées en partie par des aranéens. J'ai juste un mauvais feeling, puis je suis pas le seul. J'ai décidé de fermer boutique. Je pars cette nuit pour me joindre à un groupe de scientifiques qui travaillent sur un autre projet, le Advanced Off-World Artificial Intelligence Project. Un sonde autonome qui contient, qui met à jour l'ensemble des connaissances humaines dans plusieurs domaines. Un espoir de continuité dans notre univers. Un genre d'avertissement. Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de voir Rome? Ordinateur, mets fin à la transmission et efface tout. What? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais... Ouais. Julien! Fallait que je le fasse à un moment donné, là. Ok, cool. J'ai sorti le chat est sorti du sac. Là, mettons, avant de rentrer sur un détail ou un autre, là, juste, est-ce que tu veux, toi, m'expliquer quelque chose par rapport à ça ou j'essaie de te dire ce que je comprends de ça? Vas-y, essaye de me dire ce que tu comprends. Ça va être plus intéressant. Je comprends que ce truc-là, en tout cas, je le comprends du dernier paragraphe. Le docteur Anémone Jigger. Tu veux qu'on parle du nom? Non. Okay. Non. Quelque part dans la famille à Stéphane Rousseau, j'imagine. Oui. OK. Anémone Jigger. Ce personnage-là vit dans notre monde dans 10 ans. On est en 2023, bientôt 2024. Ouais. Et puis, il découvre des trucs sur cette réalité-là aranéenne. Ouais. Et là, on comprend que il détruit tout. Il fait comme si rien n'était. Parce qu'il a l'impression que le monde est contrôlé par des des aranéens. Et c'est à la suite de ces découvertes. Et puis, il s'en va travailler ensuite sur le Advanced Off-World Artificial Intelligence Project. Mm-hmm. Une sonde autonome qui contient et met à jour l'ensemble des connaissances humaines dans plusieurs domaines. Fait que ça, c'est comme un élément d'information sur les cultures qui va être pitché dans l'univers, se ramasser sur une autre planète. Ouais. Puis Caput Mundi va être fondé avec les valeurs de la Rome antique qui sont passées dans la sonde. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Cool. Ben, il y a d'autres affaires, mais... Non, mais ça, c'est ça. Ça, c'est vrai. Et puis, les aranéens étant genre... comme un symbiote, parasite interstellaire qui se mélange avec les humains, survivent jusqu'à cette colonie extraterrestre-là.
Ou cette autre. d'une façon... Ou les Aréniens ont aussi conquis cette planète-là. Ouais, peut-être. Ou la sonde en tant que telle était contaminée. Ou, Ouais. Ouais. OK. Fait qu'on a 2 héritages, dans le fond, du monde, mettons, si tu veux, terrestre, là, tu sais, de notre époque. Le premier, c'est cette sonde-là qui contient une partie un ensemble d'informations, si tu veux, sur les connaissances et la culture humaine. Puis on a ce parasite-là ou ce symbiote-là, dépendamment comment. Qui vient avec son culte aussi, qui vient avec sa propre religion. Ouais, qui vient avec une façon de convertir ou de... Ouais. Mm-hmm. Et t'as pas tablé sur sont-ils arrivés par la sonde contaminée ou sont arrivés séparés? Ben, Ou c'est la sonde contaminée? Ouais, j'aime l'idée de la sonde contaminée. Mm-hmm. J'aime l'idée de l'initiative qui sert à prévenir... qui sert à essayer d'empêcher quelque chose comme ça d'arriver, mais que finalement, c'est le moyen de transmission. Tu sais. Ça, là, pour revenir sur notre Édipe Rex, Édipe Roi, ou Turin Turambar et les enfants de Hourin. Là. C'est l'homme contre le destin. Homme contre le destin en tabarnak, là. Ça, le fait que tu veux avertir, puis en le faisant, tu accomplis le problème même. Là. Ouais, exact. OK, cool. Mais tu sais, ça peut changer, là. Est-ce que cette sonde-là est arrivée vraiment il y a longtemps, puis les Aranéens ont fini par atteindre ce monde-là, tu sais. Fait que c'est une œuvre comme ce petit texte-là, c'est en background de tout ton lore, là, de tout ton univers, que ça s'est passé, puis tu nous as offert donc un espèce de compte-rendu d'un docteur qui travaille sur les Aranéens. Dans ma tête, c'est comme un spécialiste sur les parasites, mettons. Là, spécialiste, OK. Mais est-ce que ça se veut comme le seul texte comme ça qui tu le donnes, puis là, tu bon, ben, ça fait partie de mon univers, ou est-ce que ce docteur-là, on va le revoir? Tu sais, pour moi, je sais pas, hein, je l'ai lu, puis je me suis demandé, c'était-tu juste ça, ou Julien nous ouvre comme une fenêtre sur des flashbacks récurrents de l'histoire de la vie du docteur ou tu sais, moi, je me suis... je l'avais en tête, cette genèse-là, si tu veux. Puis, je sais pas à quel point je vais ramener le docteur Anemone Jigger en tant que tel, parce que c'est pas important à l'objectif, tu sais. Moi, mon histoire, elle se passe dans le monde où Valterreur existe. C'est juste que pour bien comprendre le monde dans lequel Valterreur existe, je pense qu'il fallait un élément de compréhension de Valterreur se situe comment par rapport à notre monde à nous. Est-ce que c'est ça pour toi, c'est un texte comme que tu cacherais à tes joueuses, ou ça fait partie du point d'entrée, genre hey, sachez que... Parce que juste dire là, mais les personnages du monde de Valterreur, ils savent pas ça, eux autres. Non, puis ils ont aucun accès à cet enregistrement-là. Sauf qu'en théorie, il est diégétique à ta création. Ouais. Il est juste pas... Il est pas accessible aux personnages. On ne sait pas à quelle distance cet enregistrement-là se trouve. Mm-hmm. On ne sait pas dans quel état est le monde. On ne sait pas si c'est à quelle époque dans le temps. Mm-hmm. Est-ce qu'on a les moyens technologiques de lire une bande magnétique ou un disque dur? Ou, fait qu'il mais il existe. OK. Mais à la fin, il est supposé être effacé, mais... Ah ouais. Il efface tout. Sauf qu'on sait que les Aranéens font partie du financement. Tu sais, moi, dans le fond, les Aranéens, je veux pas qu'ils soient un genre de mal absolu. Là. Non. C'est un parasite. Ça existe dans la nature, puis c'est comme ça. Puis on voit que le parasite s'adapte différemment selon les capacités intellectuelles ou cérébrales de son hôte. Puis il y a une partie importante où je dis que il y a aucune infection, ou la majorité des infections humain à humain sont faites de façon consentante. Ouais. Ça veut dire que mettons que moi, je suis infecté par le parasite, je vais pas te forcer, toi, à... Mais ça, on le savait un peu déjà, parce que si je me souviens bien, il y a comme toute une façon d'ingérer le... C'est ça.
Fait que tout ça est ritualisé, puis la personne, il faut qu'elle veuille faire ce rituel-là, j'imagine? Ouais. OK. Fait quoi, c'est ça? Non, je le perçois pas comme un mal total non plus, mais clairement, ça a des aspects de mal qui viennent du simple fait que c'est comme occulte. Ouais. C'est comme caché, c'est comme, qu'est-ce qui nous... Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup Qu'est-ce qu'ils font dans notre d'incompréhension, dos, il y a tu sais, beaucoup puis- de... Ouais. Ben, on n'a aucune réelle mauvaise intention à date qui sont... Puis tu parles de parasites puis d'autres, fait que tu sais, on n'est pas dans la symbiose d'égal à égal, ça reste que c'est un parasite, hein, ça gagne sur son hôte, puis Ouais. son hôte est perdant. Fait que pour toi, Ben, c'est ça ben, ça, c'est aussi. le point de vue du docteur, tu sais. OK. Ouais. Reste que moi, dans l'absolu, je peux te révéler que il y a une adaptation qui se fait entre l'autre et le parasite si l'autre embrasse le message du parasite. On va parler d'une relation qui est plus symbiotique, mutuelle. OK. Le parasite peut même prolonger la durée de vie, l'espérance de vie de son hôte. OK, fait que c'est du mutualisme, mais le docteur le voit, tu sais, dans sa première analyse, lui, il voit du comportement parasitaire. Exact. Mm. Ben, je pense que même en le décrivant comme étant mutuel, tu sais, est-ce que tu ferais le saut, toi? Tu sais, c'est comme, est-ce que tu le ferais, là, tu sais, passer à travers les rituels, puis parce que tous tes amis trouvent ça cool, puis... tu sais, il y a de quoi qui fait peur quand même. Ouais. Moi, je le ferais, là. Mais moi, Parce que t'es aventureux de nature. je suis aventureux de nature. Moi, tu me connais. Je suis comme, quoi? Je peux enfin avoir un parasite fongé qu'araignée dans la tête? Pourquoi pas? Tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Ouais. Non. Moi, je le ferais pas, honnêtement, mais... Mais tu sais, un jeu de rôle, c'est fait pour mettre les joueurs dans une situation... Inconfortable? Ben... Non, mais ça, tout ça, je te l'ai dit l'autre fois quand on a lu tes prières, Oui, t'es pas ça à me l'aise. met dans un espace inconfortable. Moi, j'espère avoir un joueur qui choisit d'être un aranéen. Ça serait tellement hot. Ouais. Est-ce que l'opportunité d'être un aranéen se présente, tu penses, naturellement dans une game? C'est-à-dire, toi t'es maître de jeu puis t'as tes joueurs. OK, cool. Ouais. Mais si tu dis que ton univers, ton cadre narratif de Valterreur Ouais. est diffusé au grand public, puis n'importe quel maître de jeu peut faire une partie dans Valterreur, est-ce que tu penses que ça fait partie des trucs qui se passent régulièrement dans des campagnes? Ah ouais, là, vous avez un aranéen, ou genre vous êtes en contact avec des aranéens, ou c'est une rareté dans ce monde-là? Fait que moi, je jongle encore avec, au niveau des règles, on va fonctionner comment, tu sais, pour la création du personnage. J'aime vraiment l'idée que les règles encouragent le joueur à explorer l'ouest de Valterreur. Et encouragent les joueurs à entrer en contact avec des choses étranges, puis d'interagir avec. Puis j'aime pas l'idée du personnage éternel qui se rend au niveau 20 puis qui devient plus fort que tout le monde. Mhm. J'aimerais ça que les personnages aient un objectif, puis que quand cet objectif-là est rempli, ton personnage, ben il n'y a plus de raison d'être un aventurier à deux Ouais. mettons. Il Puis prend sa retraite. j'aimerais ça qu'il y ait des bonus. Fait que je pense que j'utiliserais certaines intrigues, tu sais, certains hooks d'aventure pour dire ben les aranéens ils existent, tu sais, ils font ça, ils sont là. Puis là, au terme d'un contact avec les aranéens, ben là ça devient comme une option pour ton prochain personnage. Mhm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui. dire. Ouais. Fait que d'être un aranéen, ça amène d'autres choses dans la narrative, si tu veux, de cet univers-là. Puis je veux quand même qu'il y ait un lot de menaces dans mon monde. Est-ce que c'en est une? Est-ce que d'être un aranéen, c'est forcément de participer à la menace? Je pense pas. Même si c'en était une. Là. T'sais, même si ce monde-là est menacé de devenir complètement envahi par un parasite qui est en quête d'une unité, ben on est loin de ce scénario-là. Fait que c'est cool d'être un personnage qui participe à peut-être... Oui, c'est ça. À peut-être un Ouais. année arriver à ça, parce que c'est un objectif à très long terme. Ouais, puis dans... Oups, ça c'est le chat qui accroche mon micro. Je vais le tasser. Dans les textes précédents, dans le texte de prière, j'ai parlé de que la mère était isolée, qu'il y avait une connexion qui se faisait pas. Fait que est-ce
est-ce que Anemone Jagger et les autres personnes qui travaillent sur le projet ont mis au point une façon d'atténuer l'effet des Aranéens, tu sais? Ou est-ce que c'est la distance qui fait ça? Est-ce qu'il y a un autre élément qui fait que les Aranéens sont pas aussi puissants qu'ils sont dans ce récit-là, tu sais? Fait que, ouais, c'est ça, parce que clairement, en 2034, d'ailleurs, fallait pas mettre d'année sur ta science-fiction, là, t'en as mis une. Ouais, mais là, j'ai mis comme un Easter egg aussi, là. Le 28 octobre 2034, c'est le lancement du Romano Fafard, là. Pour vrai? Ouais, fait que j'étais comme... Hey, j'adore dans une galaxie près de chez vous, puis je l'ai pas remarqué. Fait que... OK. Il y a ça comme... Fait que là, j'étais comme, je vais mettre une date, mais je vais mettre une date comme complètement loufoque. Ouais. Cool. Mais non, c'est ça, en 2034, les Aranéens ont plein de pouvoirs, etc. Puis à l'époque où toi, ça se passe, ils en ont pas. Ils sont comme déconnectés de la mer, etc. Exact. Fait que oui, effectivement, il y a peut-être de quoi qui s'est passé entre les deux. Moi, j'ai pas pensé que c'était de quoi que, genre, lui puis sa team, tu sais, Anemone Jagger a réussi à déconnecter la mer, etc. Ouais. J'ai juste pensé que, tu sais, c'est le monde habité, ton monde connu, il est trop loin par rapport à... Tu sais, je pensais que c'était la distance. Totalement une option, là, ben oui. D'ailleurs, tu sais que ça communiquait à travers des bioélectromagnétiques. Ouais. Fait que t'as donné de la place au magnétisme. Ben, tu sais, on a parlé avec Jérémy de la place qu'on pouvait donner au magnétisme dans tes créatures. Des choses comme ça. Cette conversation-là a comme éveillé quelque chose que j'avais déjà lu sur les champignons. Comme quoi les champignons faisaient une activité bioélectromagnétique. Okay. J'ai même trouvé un gars qui branche des sondes dans des champignons puis qui transforme l'électricité puis l'électromagnétisme des champignons en musique. Wow. J'étais comme, ça c'est cool. J'aime aussi l'aspect psychédélique. Tu sais, j'en ai parlé un peu dans le texte. Souvent, quand on lit ou on écoute des témoignages de tripes comment qu'on les appelle, les psychonautes. Ouais. C'est pas rare qu'ils racontent avoir vu les mêmes formes, les mêmes entités. Le fameux vieux monsieur de l'ayahuasca, là. Ouais, c'est ça. J'ai vu un vieux chaman. Fait que j'étais comme, si ce parasite-là est capable de synthétiser certaines substances psychotropes, mêlées à genre, je suis connecté dans tes synapses puis je peux t'envoyer des courants, ben ça justifierait le fait que toute cette culture-là, les rituels, est comme encodée dans l'organisme. En tant que tel, tu sais. J'ai pas besoin de justifier qu'ils ont une communication à distance de planète en planète par un spectre électromagnétique que l'homme n'aurait pas découvert, tu sais, une autre sorte de radiation. Là, c'est vraiment genre, c'est dans la composition même de l'organisme, puis l'organisme le transmet comme ça. Je comprends. Moi, c'est peut-être avant qu'on finisse, il y a quelque chose par contre que je vois dans ça, contrairement à tout ce que tu m'as livré avant, ça connecte avec notre monde. Puis là, ça me donne le goût d'accepter que c'est notre monde. Tu sais, le 28 octobre 2034, c'est celui présenté là-dedans, c'est le nôtre. Ouais. Tu sais, que ça se veut, notre univers, pas genre un univers alternatif d'aucune façon. Si c'est le cas, si c'est ça, puis qu'on est vraiment simplement sur une autre planète, ça veut dire que maintenant j'apprends que Valterreur suit les lois de la physique. Ouais. Fait qu'on dirait que à partir de maintenant, je me dis, OK, là, Julien, peut-être qu'il fait quelque chose qui est dangereux de se peinturer d'un coin au niveau des règles du jeu. Parce que tu peux dire, genre, t'inventes Valterreur, puis il y a des choses qui défient les lois de la physique, mais c'est pas grave, c'est de la magie, c'est un conte de fées. Ouais. Mais à partir du moment où tu dis, oui, canon dans mon histoire, il y a un docteur dans la famille à Stéphane Rousseau qui découvre un parasite en 2034 et là, ça fait partie de l'histoire. Fait que ça veut dire qu'on est dans la science qui analyse le monde qu'on connaît, qui s'applique aussi à ta planète. Fait que la magie sur ta planète, faudrait l'expliquer, tu sais. Tu te rappelles-tu que quand on a parlé avec Jérémy, il disait que on regardait les astres lointains d'une façon biaisée parce qu'on se disait que notre physique ici s'applique à ce qu'on est en train d'observer. Ouais. Puis que on pouvait jouer avec cet élément-là.
Fait que ce que tu es en train de me On dire, ne sait pas elle est loin comment, la sonde, tu sais. c'est ça. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est peut-être à une telle distance que on peut pas prendre pour acquis que c'est nos lois de la physique qui tiennent. Ouais. Puis moi, après ça, on en parlera. Je sais qu'on veut faire un épisode sur la magie, mais est-ce que t'expliques la magie dans ton monde par... il y a une composition dans l'atmosphère qui est différente, ou il y a tel matériau dans le noyau de cette planète-là qui crée tel champ. Tu sais. Fait que il y a des façons... Tu peux choisir de ne pas expliquer la magie, puis dire la magie, c'est de la magie, Ouais. ou tu peux faire le fameux la technologie, c'est de la magie. Tu sais, Ouais. Mais il va en avoir de la magie. Puis je pense pas que je me suis peinturé dans un coin. OK. C'est là-dessus que je te laisserai. OK. Ouais. C'est ça. Parfait. Écoute, j'avais-tu d'autres... Ah oui, j'avais une autre note. Écoute, connais-tu Kurzgesagt? Oui. Tu sais c'est quoi? Oui, c'est In a Nutshell. Ouais, in a Ouais. nutshell. Récemment, ils ont sorti une vidéo. Je regarde ça religieusement, j'adore ce qu'ils font. Là. C'est Ouais. pour ceux qui savent pas, c'est une chaîne YouTube avec des vidéos d'une dizaine de minutes de cartoons qui expliquent des phénomènes philosophiques ou physiques ou moléculaires ou quantiques, Ouais. mais d'une façon un peu divertissante, disons-le. humoristique. C'est humoristique. Fait qu'ils en ont fait un récemment qui était sur une théorie d'apparition de la vie. Fait que là, dans notre épisode sur la xénobiologie, il y a déjà quelques semaines, Ouais. j'ai tout de suite cliqué là-dessus. Je me suis dit, c'est cool, tu sais, ça va peut-être rajouter quelque chose. Puis c'était même pas sur la xénobiologie en général, c'était sur une théorie d'apparition de la vie qui est quand même soutenue, impossible à prouver, puis vraiment pas prouvée en ce moment, mais une des sérieuses, qui est qu'en fait, quand on analyse l'ADN sur Terre, les premiers microbes qui se sont développés dans l'océan, c'est déjà un génome trop complexe pour qu'on puisse l'expliquer. Comme il y a de la matière inerte avec des molécules par rapport, puis 2 secondes plus tard, il y a un génome avec des centaines et des centaines de parties de protéines. Comme si elle était arrivée d'ailleurs, cette vie-là. Ben c'est ça, fait que ça pose la question, c'est-tu moi ou on a affaire à de la panspermie, là? Tu sais, comme C'est ça. Ouais, ça vient d'ailleurs. Fait que la théorie proposée, c'est qu'en fait, à une certaine époque de l'univers, v'là genre 10 milliards d'années, l'univers en général, la température était pas au zéro absolu, était entre 0 puis 100 degrés. OK. Fait que tout était comme un bassin de possibilités pour de l'eau puis l'apparition de la vie, parce que c'est là que la vie peut thriver dans l'eau, c'est entre 0 puis 100 quand les choses sont liquides. T'sais. Fait qu'il y aurait eu, à cette époque-là, une apparition de la vie vraiment, vraiment poche, là, genre 2 molécules ensemble, puis après ça, 3 molécules, puis là, mané, ce qui apparaît à ce moment-là, c'est la version plus crédible que la vie pourrait juste évoluer naturellement, développer pendant des milliards d'années un génome plus complexe, puis un moment donné finir sur Terre. Fait que je regardais cette vidéo-là, je trouvais ça très intéressant, puis juste après, j'ai lu ton texte. Ouais. Puis je me suis dit, mais tout de suite, j'ai vu cette conversation-là qu'on a eue sur la panspermie, je l'ai vu chez tes Aranéens, puis j'ai fait, c'est ça, tu sais, ça peut être une créature d'une époque Lovecraftienne, même plus que Lovecraft, tu sais, comme une époque très, très, très reculée avant. Il y a eu plein de civilisations depuis ça. Ben, juste si son monde d'origine est à une distance, mettons, quand on compare les distances entre nous et les autres étoiles, mettons, puis tu peux t'imaginer que l'objet sur lequel l'organisme voyage, elle va pas à la vitesse de la lumière. Fait que juste le temps que ça prendrait pour qu'un objet atteigne la Terre... Mais non, je suis pas d'accord avec toi, parce que à l'époque où ça se serait passé, là, 10 milliards d'années, les distances étaient vraiment moindres. Ah, t'as raison, ouais. Fait que tout est dans un bain commun, quand même relativement proche, Ouais, quand ouais, même immensément gros, là. Mais dans nos perceptions à nous, immensément gros, mais en réalité, vraiment plus proche, puis après ça se disperse. Ben moi, j'aime l'idée que les Aranéens étaient présents sur la Terre depuis vraiment longtemps. Ouais, parce que tu dis que c'est la plus vieille affaire, là, la plus vieille religion, là. Ben c'est la plus vieille... Pour moi, le calcul, je le fais de si c'est un objet, si ça vient d'ailleurs, vraiment, tu sais. Mm-hmm. On parle de monde d'origine. Mais que l'autre premier, il y avait peut-être pas d'humain encore, là. Ben l'autre premier, c'est probablement une autre planète, là.
Oui, OK. C'est ça dans ma tête, mais... ouais. Mais c'est sûr, puis cette théorie-là, mais c'est juste que c'est tout le temps un petit peu comme... j'ai l'impression que la communauté scientifique se moque un peu de cette théorie-là, là, que la vie aurait pu venir d'un autre astre, ou, tu sais... Mais, Ouais, c'est parce que c'est tellement... C'est sci-fi cliché, un peu, là. Mais c'est surtout que c'est... tu sais, quand t'appliques le rasoir d'Occam, là, Ouais. tu dis, s'il n'y a pas de raison d'aller chercher une théorie aussi compliquée, c'est que c'est pas une bonne théorie, tu sais. Ouais. Quand il y a une explication plus simple, on va chercher la plus simple. Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas d'explication. Fait que, comme les plus compliqués, ils sont minimalement considérés, mais oui, ils peuvent être tournés au ridicule. Dans la facilement. mycologie, elle est avancée, cette Ah ouais? théorie-là, des fois, là, tu sais, que genre, ben, les champignons sont tellement comme... Ils ont tellement de façons de fonctionner qui sont propres à eux que sont vus comme étant comme extraterrestres, tu sais. Ouais. Mais non, moi, c'était comme un clin d'œil à ça, exactement. Là. OK. Ce concept-là. Je l'ai pas vu dans In a Nutshell, là, mais j'étais familier avec le concept. Puis j'étais comme, dans un monde imaginaire créé, je peux aussi bien exploiter ce pan-là. Là. Cool. Ouais. Ben, merci pour cette création, Julien. Ouais, Ça nous a vraiment amené ailleurs, cette fois-ci. OK, mais je suis vraiment content. Quand je l'écrivais, j'étais comme, j'étais en train un petit peu de sortir la pâte à dents du tube de dentifrice, là, mais... OK. Ouais. Bon, ben... merci, puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle de One Piece. Ouais, on a regardé la série Netflix en prise de vue réelle de One Piece, et non pas l'animé, et non pas lu le manga. Non. Donc, on a regardé la saison 1 qui est sortie il y a quelques mois. Ouais, exact. Et puis, on va en parler. Cool, j'ai vraiment hâte. Ouais, moi avec. Bye. Bye bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.